Caramba, amigos! Ce matin, épisode 21 de Débutant RC. Je rappelle la différence entre le coin du débutant et débutant RC. C'est simple. Coin du débutant, j'ai pris chaque élément expliqué en détail. Dans la série Débutant RC, on prend un morceau expliqué plus simplement. On donne bien sûr quand même du vocabulaire technique, surtout des exemples de communication, parce qu'il est très important de savoir qu'il y a plein de façons d'expliquer quelque chose, il y a plein de mots différents pour définir les choses, et tu peux mélanger le tout. Donc il y en a un qui va expliquer quelque chose, l'autre il va comprendre autre chose, mais en fait, il parlait bien du même truc. Parce que, juste cette différence de vocabulaire de machin, n'oublie pas qu'en plus dans l'international, les choses sont encore différentes, avec les langages différents, les façons d'exprimer. Et moi, ce que j'aimerais, c'est regrouper tout ça, que les gens s'y comprennent. Un exemple très simple. Ceci, où la roue est montée dessus, je l'ai dit des milliers de fois, mais c'est un exemple tellement flagrant et facile à prendre en compte. Ceci est une fusée, ça a la forme d'une fusée. En méca RC, ils ont décidé d'appeler ça la noix de roue. Ils ont le droit. Et ils ont appelé cette pièce la fusée, qui est partout ailleurs une chape ou un moyeu, selon convenance. Et la façon simple d'exprimer donc et de parler sur cette chose est la pièce sur laquelle se monte la roue. Comme ça, tout le monde s'y retrouve. Peu importe dans le sens où tu expliques, donne un point de départ. Certains vont parler de pincement et d'ouverture. Personnellement, je préfère ce terme parce que c'est très simple, on va en revenir justement sur ces angles. Pincement, t'es pincé vers l'avant, ouverture, t'es ouvert vers l'avant. Il y en a qui vont parler de pincement négatif ou positif. Il y en a qui vont mesurer devant, il y en a qui vont mesurer derrière. Donc tu dis, en partant de derrière, je suis négatif, c'est-à-dire moins de 0. Ma distance est plus courte à l'arrière qu'à l'avant. Positif, ma distance est plus grande à l'arrière qu'à l'avant. Et les autres vont dire, non, il faut mesurer devant. Et en fait, il ne faut pas. Ce qu'il faut, c'est donner un point de départ. Tu donnes un contexte pour ton explication. Tu donnes ton explication ou ton problème. Et ensuite, la personne en face, elle peut comprendre. Moi, je suis contre les gens qui disent, voilà, ça doit être comme ça, il faut. Non, il faut rien du tout, les mecs. Et ça doit rien du tout non plus. Ce qu'il faut et ce qu'il doit, c'est que vous arriviez à communiquer ensemble. En toute simplicité, sans se prendre la tête. Les angles, donc aujourd'hui, de train. Parce qu'on va séparer, parce qu'il y a encore... Alors, on a les angles de train, on a les angles de suspension, on a tout ce qui touche à châssis, les angles du châssis, etc. Et ça va être trop si on parle dans tous les sens. On ne va pas non plus s'éterniser sur les explications. On va donner des choses simples pour que vous ayez les termes, vous sachiez de quoi on parle. Et on fera des tutos séparément, comme je l'ai dit, pour ensuite attaquer les réglages et les effets. Alors peut-être si on va peut-être tout regrouper aujourd'hui sur tous ces angles-là. Commençons par l'avant du véhicule, l'angle d'attaque. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et bien l'angle d'attaque, tu regardes de côté, et l'angle d'attaque, c'est l'angle qu'il y a entre le point le plus en avant du véhicule et les roues. C'est-à-dire ça. Ceci est l'angle d'attaque. Nous sommes évidemment ici sur une piste classique GT qui touche, roule normalement à 2, 3, 5 mm du sol. Angle d'attaque, on peut dire 0 pointé. Moindre obstacle, on plante le nez, on est bloqué. En TT, évidemment, on va avoir un angle d'attaque beaucoup plus gros. Tu peux le constater. Ici, on peut presque se mettre contre un mur et partir. Seulement presque. Sans le pare-choc, oui. Et sur les gros monsters, c'est précisément ce qu'on a aussi. Angle d'attaque maximum. Pour permettre de faire un tas de choses. Rouler, bouler, attaquer fort sur les grosses montées, franchir beaucoup, etc. 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 Ensuite, nous avons l'angle qu'on appelle le kick up. C'est un mot anglais. Kick, c'est... Un kick, c'est un coup en fait. Et up, c'est vers le haut. Donc ici, nous avons un châssis plat. Et on a aussi un train qui est monté plat dedans. D'accord? Tu vois bien qu'ici, tout est à 0. Et un engin où c'est très marqué. On va prendre un 2 roues motrices.
ici, nous avons un angle d'attaque énorme. Check ça. Tu vois bien que les triangles ne sont pas plats, sinon ils seraient là. Ils sont complètement là. Ceci permet à l'engin aussi, parce que la suspension ici va aller absolument tout droit. C'est un engin qui roule sur du plat. Ça roule dans tout terrain. La suspension peut reculer. On peut donc mieux franchir l'obstacle. C'est beaucoup plus prononcé en enduromotrice qu'en 4x4 pour une raison très simple. On a les roues qui moulinent devant en 4x4 ou en traction. Donc quand il y a un obstacle, c'est la roue qui va passer l'obstacle. Ici, la roue n'est que poussée par les roues arrière. Elle n'a aucune force motrice. Donc quand elle tape un obstacle, elle va se planter dedans. D'où le fait qu'on a un gros angle de suspension avant. Au moment où elle va taper, la suspension va grimper et le véhicule va passer l'obstacle plus facilement. On trouve, c'est rare, mais on trouve des 4x4 avec un angle énorme à l'avant, comme par exemple le Rock Terra de chez Obitech, ça va un buggy maintenant là, qu'ils ont sorti. C'est tout ce que j'allais dire sur le sujet. Et Et j'arrête où je me perds avec tout ça. Parti en clownerie, Mani. Concentre-toi, concentre-toi. On avait la rock d'attaque, on avait le kick-up. Bien. Le kick-up, comme je viens de te le dire, c'est soit un châssis qui est plié et tout le train est monté sur le pli du châssis. Donc, il fonctionne de ce sens, niveau suspension, au lieu de ce sens. Soit tu peux avoir un châssis plat et tu peux avoir quand même un angle, puisque, souvenez-vous, on en a parlé dans les tutos précédents. Je te le rappelle, hein, c'est très important que tu navigues sur tous les tutos. Là, on est à l'épisode 21. Il faut écouter les 20 autres. Au moins écouter. Zappe pas trop parce que tu vas perdre plein d'infos et tout se recoupe. Donc, on peut rehausser cette fixation à l'avant ici et la laisser basse à l'arrière, ce qui fait qu'on aura aussi un angle. On peut aussi la mettre en sens inverse. En sens inverse, sur une piste, ça va augmenter tout simplement l'effet du train sur lequel tu le fais. On a un 4x4 qui a ça, c'est très rare. À l'arrière, c'est le KKPIT, KP ici, qui a ça sur l'arrière. Ça force l'engin au moment de la motricité en avant. Donc ça lutte contre le couple qui fait monter le véhicule. Ce qui fait que malgré son châssis court, il va monter moins vite sur deux roues. Il y a encore plein d'autres choses. Il y a la suspension, les diffs centraux, n'oubliez pas d'aller voir ces épisodes. Je t'ai dit, chaque réglage a un effet secondaire. Certains effets secondaires s'accumulent, certains s'annulent. C'est un moyen de tout savoir, c'est de prendre son temps, une licence dans un club, et d'aller toutes les semaines, 2, 3, 4 fois, s'entraîner pour accumuler cette expérience. Petite parenthèse vite là-dessus, moi je prends n'importe quel véhicule, avec n'importe quelle radio, n'importe quel pneu, je m'adapte au véhicule, et j'adapte la conduite du véhicule au terrain. C'est ce qui m'éclate moi, c'est pour ça que je m'ennuie très vite sur un circuit. Les gens qui sont fans de circuit, le fait de faire tout le temps le même tour, c'est même pas une préoccupation pour eux. C'est même pas un effet secondaire. Eux, ce qui les intéresse, c'est tester. Ils vont mettre les amortos tout droit, ils vont rouler 10 minutes comme ça, ils vont rouler 10 minutes comme ça. Après, ils vont changer le pincement, ils vont rouler 10 minutes comme ça, 10 minutes comme ça, 10 minutes comme ci, 10 minutes comme ça, 10 minutes comme ça, 10 minutes avec du kick-up, 10 minutes avec l'angle de chasse. Et ils vont faire des tours et des tours et des tours et des tours et des tours. Et ensuite, ils vont commencer à mixer leur réglage une fois qu'ils vont maîtriser chaque réglage. Donc, c'est très très long. Puisque pour le pincement, tu dois déjà faire 3 tests. Pincé, ouvert, 0. Enfin neutre, dans ce cas-là. Ensuite, tu fais la même chose pour le carrossage. Tu fais la même chose pour l'angle de chasse. Et accroche-toi, donc tu as 9. Et ensuite, il faut mixer chasse, carrossage, pincement. Au neutre, tu as déjà tout fait, forcément. Tu as déjà fait le neutre au départ. Mais neutre plus ci, plus ça, plus ça, plus ci, plus ça, égale déjà 91 tours de 10 minutes. Façon de parler. Hein. Donc tu as vraiment beaucoup à faire. Et là, tu n'es que sur 3 réglages. Après, tu rajoutes encore le kick-up. Tu rajoutes l'effet de Ackerman. Tu rajoutes la barre stab. Hein. Ça devient très très long. Ok.
Sur le train arrière, parce que là on a commencé devant, on zappe à l'arrière, on a aussi un réglage de pincement, on a aussi un réglage de carrossage. L'angle de chasse à l'arrière en général est relativement zéro, sauf là. Parce que n'oublie pas que quand tout ton train penche, s'il est monté parallèle, eh ben, tu crées un angle de chasse. Je vais t'expliquer, t'inquiète pas. Tu as la même chose au niveau des cales de train ou de la position du train complet sur le châssis, Traxas et Revo. Le châssis du Revo a kick-up, châssis, kick-up. Les deux trains sont comme ça pour mieux passer dans le TT. On y a des avantages et des inconvénients à chaque chose. Donc, vue du dessus du véhicule, tu es au-dessus. Ton parallélisme, ça veut dire roue parallèle par rapport à l'autre, et ben, il peut être donc neutre, pincement, ouverture. Après, il y en a qui vont dire pincement négatif, pincement positif, les autres vont faire l'inverse. Comme je t'ai dit, donne juste un point de départ. Il n'y a pas de tort ou raison. Tu donnes un point de départ et après t'en expliques, parce que si tu dis, gars, moi je mesure derrière, il va comprendre que moins c'est plus petit et plus c'est plus grand. Si tu dis, moi je mesure devant, il va savoir que tu es à l'inverse. C'est tout. Hein. Il ne faut pas chercher de midi à 14. Vue de face du véhicule ou de l'arrière, carrossage. Pareil, neutre, négatif ou positif, positif ou négatif. Angle de chasse. Je vais t'enlever ta roue. Hop. L'angle de chasse. Et l'angle, je fais la fixation de cette pièce qui tient la pièce qui tient la roue entre le point de fixation inférieur et supérieur, que ce soit ici des pivots ou que ce soit des triangles. Donc, carrossage 0. Ensuite, en avant, tu peux dire positif. Pour moi, en avant, c'est casse-gueule, c'est négatif. En arrière, positif. Comme je te l'ai dit, peu importe. Tu dis vers l'arrière ou vers l'avant. Normalement, la personne en face, tu vas t'en sortir avec. L'effet de ceci est très simple à comprendre sur un vélo. Si tu as un angle de chasse à 0 sur un vélo, tu tournes ta roue, tu lâches le guidon parce que tu veux rouler sans les mains, tu te casses la gueule, la roue elle reste là. Si tu as un angle de chasse prononcé, c'est-à-dire que ton guidon est là et l'axe de ta roue est ici, quand tu lâches, il revient tout droit. Véhicule très simple à rouler sans les mains. Attention, c'est interdit par la loi de ne pas faire blablabla. Non, ce qu'il ne faut pas faire, c'est se faire gauler. Après, fais ce que tu as envie. Tant que tu fais chier personne d'autre. Et sur un vélo à rouler sans les mains, tu fais chier personne. C'est clair. Le parallélisme, donc pincement ou ouverture, a des effets principaux sur l'usure des pneus, sur la tenue du véhicule, et bien sûr donc en ligne droite et en virage. En 4 roues motrices, en général, on met de l'ouverture, parce que sous l'effet du couple moteur, on redresse les roues. Okay. En 2 roues motrices propulsion, on met du pincement, parce que sous l'effet de je te pousse, eh ben, ça s'ouvre. Et ce qui fait qu'en fait, quand tu es en train de rouler, même si tu as fait un réglage de 1 degré, en dynamique, avec la flexion et ce qui se passe ici, tes roues sont quasi à 0. En loisir. Et c'est ce qui nous intéresse, puisque ici, c'est une chaîne de loisirs, d'accord? Pas de compète. Et je ne vais pas couper la vidéo parce que je me mouche. Imagine, tu es avec moi en salle de classe. Je mets les élèves sur pause, je vais me moucher. Arrêtez! Arrêtez, c'est la réalité ici. Donc, le seul avantage pour toi, c'est que je ne peux pas te le refiler. Tu vois, il n'y a pas de souci. J'en étais où? En loisir. Petite parenthèse traction, je mets une chose. Là, certains vont se dire, donc en traction à l'arrière, je mets de l'ouverture. Non, tu mets aussi du pincement parce que ton train est entraîné. Donc ça va tirer les roues droites, ça ne va pas les coucher. Si tu ne crois pas, c'est très simple. Tu prends un véhicule qui a des biellettes arrière sur le train, comme un Revo 2 par exemple. Tu vires les biellettes et tu avances. Tu vas voir, tes roues vont faire clac. Et quand tu vas reculer, elles vont faire clac. Tout simple.
J'en ai tout. Pincement, ouverture. Voilà. Donc généralement, on est relativement, moi, 0 sur le carrossage. Un petit peu d'ouverture en 4x4 devant, un petit peu de pincement à l'arrière, que ce soit 4x4 ou propulsion ou traction. Un petit degré à l'arrière, en gros, un petit degré à l'avant, ouverture. En 4-2, je suis en pincement. Ça s'arrête là. Moi, ce que j'aime, c'est que mes pneus s'usent réguliers, plats. Comme ça, je vais profiter un maximum de durée de temps de mes pneumatiques. Quitte à perdre la tenue de route, je m'en fous. D'accord? Parce que quand tu fais de l'ouverture, tu vas bouffer l'intérieur du pneu. Quand tu fais du pincement, tu vas bouffer l'extérieur du pneu. Plus. L'angle de chasse n'influe pas sur l'usure du pneumatique. Le carrossage. Celui-là, c'est pareil. Là, on bouffe l'intérieur. S'il est vers l'extérieur, on bouffe l'extérieur. Donc, tu peux avoir un pincement et un carrossage. Et tu vas bouffer ton pneu complètement là. Et tu peux avoir de l'ouverture et du carrossage de l'autre sens. Très rare. Tu vas bouffer l'extérieur. Ce qui n'est pas rare, c'est d'avoir du carrossage négatif à l'arrière. Quand je dis négatif, c'est-à-dire que les roues en bas sont moins serrées qu'en haut. Dans ce cas-là, tout à l'heure, je vais peut-être te dire le mot inverse parce que je vais te dire, je vais regarder partir d'en haut. C'est pour que tu t'habitues à parler dans tous les sens et à t'en sortir. Quand un véhicule qui a tendance à se renverser dans les virages, en tout terrain, tu vas mettre du carrossage négatif. Vu d'en dessous, moins large qu'en haut. Résultat, dans le virage, au lieu d'aller se baigner, comme il a moins de grippe, parce que les roues sont pas comme il faut par terre, il va glisser. Le carrossage sert à quoi? En ligne droite, avec du carrossage, tu vas théoriquement un peu plus vite, parce que tu n'es pas sur la totalité du pneu, donc moins de friction. Tu roules sur les parties internes. C'est pour ça qu'ils commencent à faire des pneus de compétition piste 1.5, avec des duretés différentes extérieures-intérieures. D'accord? Pour la ligne droite, tu roules sur l'intérieur. Pour les virages, tu roules plus souple sur l'extérieur. C'est un truc de fou. Et comment tu arrives à l'extérieur? Tu arrives à l'extérieur quand tu es en train de tourner, puisque le véhicule penche. La roue se met à plat. Et tu as plus de surface au sol. Meilleure tenue de virage. Tout simplement. Donc, comme je l'ai dit, si tu veux savoir à quoi sert chaque réglage, le mieux, c'est de te mettre à 0 sur le paralysme. Tu fais une dizaine de tours, ensuite tu vas mettre ton paralysme à fond, 2, 3, 4 degrés comme ça. Tu vas te rendre compte que la différence de conduite, tu vas foutre de l'ouverture à fond pour voir la différence de conduite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Comme ça, tu auras bien la sensation. Fais-le étape par étape surtout, et reviens entre chaque étape à ton réglage initial. Donc, fais un marquage, prends des mesures, c'est très important. Sinon, tu vas t'y perdre et ça ne va pas aller du tout. Dans toutes ces histoires d'angle, il y a encore l'effet d'Ackermann, qui est aussi lié à un angle. C'est l'angle entre le point d'ancrage de la biellette côté roue et là où elle est ancrée sur la direction. Ça change bien sûr s'il est droit, s'il est comme ci ou s'il est comme ça, puisque la distance change. Comme tu peux le constater ici maintenant, ma biellette est quasiment droite côté intérieur, alors que l'autre côté elle est complètement penchée. Et je te rappelle que entre deux points, il y a une ligne droite. Tu me suis? Donc si tu mets tout à 0 parallèle, l'engin va braquer pareil à gauche qu'à droite, les roues vont travailler pareil. Quand tu changes l'effet de Ackermann en positif ou en négatif, tu vas provoquer une différence de réaction entre la roue intérieure et la roue extérieure. Dans certains cas, ça sera mieux entre le virage, dans l'autre, ça sera mieux sorti, comme pour le carrossage, comme pour le pincement. Chacun a un effet secondaire, je te rappelle. L'angle du panel de cerveau, on a parlé de la direction. J'ai un tuto complet de comment installer la direction, de faire gaffe. Quel type de véhicule, quel modèle, parce qu'il y a des spécificités, quelle radio, quel réglage tu as sur la radio. Il y a 36 000 façons de faire pour arriver à ce que cette direction soit aussi rapide à gauche qu'à droite, aussi efficace qu'à gauche qu'à droite, qu'elle soit donc bien totalement symétrique, si tu as besoin qu'elle le soit. Si tu es sur un circuit, bien sûr, qui a 10 virages à droite et que 3 à gauche, tu vas peut-être privilégier un truc qui tourne beaucoup mieux à droite qu'à gauche. C'est sûr. Ça, tu peux utiliser l'équilibre. Ça, c'est encore un autre tuto.
L'équilibre des masses est ultra lavé. Bien. Angle de suspension. On en a déjà parlé aussi dans l'épisode suspension. Plus c'est couché, plus c'est droit. Qu'est-ce qui change? Plus tu as du grip, plus la piste est plate, plus tu peux utiliser de réglages à fond et d'angle de suspension, etc. Plus c'est défoncé dans tout terrain, glissant et boueux et machin, plus tu vas redresser et diminuer tes angles. Il y a le centre de roulis et la hauteur du centre de roulis. C'est une seule chose, mais en deux parties pour une raison très très simple. C'est que la hauteur du roulis est influencée par la fixation des triangles au châssis. Si les triangles sont fixés haut sur le châssis, tu as déjà un roulis plus haut puisque ton châssis est là, ta suspension est là. Elle va pousser. Quand elle va rentrer, ta suspette, elle va faire pencher ton châssis. Plus c'est bas et plus c'est près. L'angle des triangles supérieurs ou biellettes supérieures aussi, plus il est bas, plus tu vas descendre ton centre de roulis. Mais là intervient une différence, surtout justement avec les biellettes en général. Avec les triangles, il y a aussi certains qui ont des réglages de triangles, de position en transversale, mais moins. Avec les biellettes, c'est quand même plus flagrant. Hein, puisque tu vois ici qu'on a plein d'ancrages. Donc avec des triangles, tu peux aussi les ancrer à différentes hauteurs, mais pas toujours en largeur. La biellette, tu peux l'ancrer à différentes largeurs. Et qu'est-ce que ça change? Eh bien, tu te vas plus vers le centre. Plus tu t'écartes du centre de roulis, plus tu remontes ton roulis, plus l'effet de chaque suspension va faire pencher ton véhicule. Donc ce n'est pas forcément négatif, comme dit, dans un véhicule tout-terrain, qui passe vraiment dans du tout-terrain défoncé, dans des conditions dégueulasses, des ornières, des trous, des bosses, des cailloux, et du terrain poussiéreux, sale ou glissant, eh ben, tu vas mettre beaucoup de roulis suspension souple. Puisque le but est de garder ta roue à tout prix en liaison au sol. C'est pour ça qu'en tout terrain à l'échelle 1, plus c'est défoncé, plus la suspension est souple, plus les diffs sont durs pour avoir de la motricité du grip, tout l'opposé de ce qu'ils font en buggy truggy compétition. Mais je vous expliquerai pourquoi, on fera une vidéo là-dessus, vous allez comprendre. Moi je le sais depuis le début, mais j'attendais que les compétiteurs arrivent, qui nous expliquent un peu ça, qui s'en mêlent. Et ils sont dans la compétition, ils n'ont pas le temps. Tout simplement. N'est-ce pas? Et donc, plus tu as de grip, plus tu vas pouvoir raffermir ta suspension. Enfin, plus le terrain est plat, plus tu vas pouvoir raffermir ta suspension, puisque s'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas besoin de travailler sur la suspette. D'accord? Là, s'il y a des obstacles, il faut travailler sur la suspette. Hein, et tu restes souple, puisque cette roue doit pouvoir monter sans faire monter tout le véhicule. Alors que là, dès que tu vas lever une roue, c'est parti en couille. C'est sûr. Là aussi, tu prends ton buggy, tu mets tes amortos complètement droits, le max possible. Tu roules 10 minutes. Ensuite, tu les couches à max et tu verras directement l'effet. Quand tu es couché, le buggy, sur les dévers, les sauts, les machins, il va taper plus vite au sol. Bien sûr, tu vas me dire, oui, mais il suffit de durcir la suspette alors pour diminuer cet effet. Effectivement, mais ça va passer par changer les ressorts, changer les huiles ou les pistons. Donc, gros travail pour ramener ces choses différemment sur le véhicule. Par contre, plus c'est couché, plus tu vas lutter contre ce même roulis dont on a parlé tout à l'heure. Puisque tu es ancré très près de la roue, très couché sur la suspension, donc l'effet de roulis va se reporter. Ta suspension, regarde, elle travaille. C'est pas parce que c'est un véhicule piste, hein, mais je vais même, regarde, j'ai 1 cm de garde au sol ici. Les amortos travaillent peut-être sur 5 mm à cause de l'angle. Ici, sur 1 cm, ils vont travailler 1 cm. Hypothétiquement, là, ils ne sont pas droits s'ils étaient ici, puisqu'ils sont reliés directement sur le truc. Même chose que je t'ai raconté avec les biellettes et l'effet de la carbone. N'oublie pas. Sur le train arrière, donc, même réglage que l'avant, même principe, je t'expliquais pour le kick-up, le machin, le bidule. Et aussi quelque chose qui est appelé kick-up sur le train avant, qui est appelé anti-squat sur le train arrière. Hein? Pourquoi? J'en sais rien, c'est parce que c'est devant, parce que la voiture elle squatte à l'arrière et devant jamais, sauf au freinage. Donc en français on appelle ça l'anti-plongée, tout simplement. Et là pareil, ça peut être plongée négative ou plongée positive.
Alors, qu'est-ce que c'est la négative? C'est quand tu freines, le véhicule s'affaisse. Tu peux régler cette histoire, bien sûr, avec la dureté de tes ressorts. D'accord? Parce que le véhicule, du coup, si tu as des ressorts plus durs, va plonger moins. Mais il y a des effets négatifs que tu ne voudras pas forcément. Donc, tu peux utiliser les cales de train pour arriver à ce chose-là. Minimum, quand même. L'effet est très faible à l'avant avec le freinage. Par contre, c'est clair que ce soit 4x4 et surtout 4x2, l'effet de plongée du véhicule à l'arrière sous le couple du moteur et la motricité est énorme. Donc, tu peux utiliser les cales de train pour te mettre ce que je te disais avant, c'est-à-dire un kick-up devant à l'arrière, qui va empêcher un petit peu ça. Ou, complètement fou, tu vas te mettre en avant. Effet négatif de cette chose-là, qui te permet de monter moins vite sur deux roues, de laisser ton train avant plus souvent par terre, donc d'avoir plus de direction, c'est que tu vas décrocher plus vite dans les ornières quand ton cul va taper. Alors que de l'autre sens, tu as beaucoup de possibilités de squat, ton véhicule va passer dans le trou comme s'il n'était pas là. Ça, c'est des petits exemples, hein. Mais comme dit, il faudra encore regrouper ces choses à part. Et là, ce que je veux, c'est juste que tu aies le petit vocabulaire technique qui va avec tout ça. On a une vis dans les triangles de suspension, ou inférieure ou supérieure, parce qu'il y a des vis de butée de suspension qui peuvent être là pour empêcher la suspension de s'enfoncer, ou là pour la suspension de descendre. Ce sont des vis, dans le cas là où ce sont dans les triangles par exemple, on parle de BTR, donc en anglais grub screw. Donc là il va pas, je te dis ça parce que là tu me dis mais c'est rien, là on est dans la visserie. Oui, mais grub screw, et ensuite il y a des, c'est la grub screw pour le réglage, d'accord? C'est le BTR de réglage, mais selon le constructeur, ça s'appelle la drop screw, drop qui veut dire laisser tomber, ou la droop screw, droop qui veut dire pendre. Mais ça dépend du constructeur, ça dépend de la traduction. S'il est chinois, taïwanais, japonais, anglais, américain, hein? Les Nippons sont sur la Chine. Je répète, les Nippons sont sur la Chine. Certains d'entre vous reconnaîtront cette contrepétrie. C'est comme il y a du bouillon dans la cuvette. Et ça peut être d'autres vis. Mais je te parle de grub parce que grub, drop, droop. C'est là qu'il y en a plein qui se mélangent. Hein. Donc c'est peu importe. C'est juste la vis de butée de suspension. Ensuite, il faut définir si c'est une vis de butée de suspension inférieure ou supérieure. Cette vis influe sur un truc très important où il y a vraiment un grand méli-mélo d'explications. C'est, attention, la garde au sol maximum qui est influencée par ces vis. Mais pas seulement. Elle peut être influencée par la longueur des apportos, la taille des roues, ce genre de choses. Il y a la garde au sol donc maxi du véhicule, c'est-à-dire tu tires sur le véhicule. Ça, c'est sa garde au sol max. Et il y a la garde au sol statique. Tu appuies dessus, tu relâches. Ça, c'est sa garde au sol statique. La dynamique est variable. Elle est variable parce qu'à l'axel, il monte devant et squatte derrière. Au freinage, il fait l'inverse. Mais on en parle parce que tu peux limiter cette variabilité, bien évidemment, avec ces vis-là aussi. Donc si tu brides ta suspension à l'avant, même quand je vais le lever, ma garde au sol max sera minime. D'accord? Les effets secondaires négatifs sont, comme tu peux le constater, qu'on comprime déjà le ressort. Donc si tu veux garder le même effet de suspension, il va falloir pouvoir relâcher suffisamment ton ressort. Très compliqué sur beaucoup de véhicules tout-terrain qui ont des ressorts très longs. C'est courant en piste, puisque on change facilement la hauteur des véhicules piste. Donc ici, la vis de tarage sert surtout, tu vois, si ton véhicule est bas, tu rentres, ta vis de tarage, ta suspension ne sera pas pressée. Et si tu veux monter, comme je l'ai fait ici, tu vois, j'ai réglé un véhicule vraiment très haut. Donc là, il est nécessaire de visser à fond juste pour aller toucher le ressort. Puisque là, on va plutôt jouer très rapidement en piste sur la dureté du ressort, alors qu'en TT, on change moins vite les ressorts. Et tout ça, pareil, tonne d'effets négatifs. Donc ne vous mélangez pas les pinceaux, parce que on raconte que serrer les vis de prétention des ressorts change la garde au sol.
Donc si tu veux franchir beaucoup, il faut tendre à fond tes suspensions pour rester en haut max. C'est totalement faux. Et presque vrai. Les vis de butée de suspension, on dit « Ah non, ça ne règle pas la garde au sol !» Si, la maxi. En fait. Donc, c'est vrai, mais c'est faux aussi. Il y a un petit mélange. Donc, tu fais juste gaffe. Parce que, comme dit, la vis règle une chose, la longueur d'un morteau règle la même chose. Mais après, tu as des autres effets secondaires. Et c'est la même chose pour les angles, le pincement de carrossage d'angle de chasse. Chacun de ces angles a un effet principal et un effet secondaire. Certains sont bienvenus, certains sont malvenus. On a par exemple la différence entre un véhicule qui a un angle de train permanent, comme celui-ci, enfin pas tout à fait, tu vois, quand il descend, il prend du carrossage. Ce qu'on appelle un angle de train permanent, c'est-à-dire que tu prends la roue de ton engin, et peu importe le débattement de la suspension, la roue garde le même angle de carrossage et de pincement. C'est le cas du Summit, avec 12 cm de débattement de suspension par roue, qui arrive à laisser la roue dans le même angle d'en haut jusqu'en bas. Et après, il y a des engins qui ont des suspensions à angle variable. Hop. Alors, attends, je vais déjà te montrer un petit peu. Donc ici, sur le B8R, on a une variation de l'angle de carrossage. Tu vois, quand tu arrives en bas, les roues font comme ça. Comme ça, en virage, automatiquement, tu vois, ton train arrière, tes deux roues font comme ça, et l'engin va glisser du virage, au lieu de se casser la gueule. Parce qu'il est haut, il est un peu plus lourd en haut, on a des gros méchants crampons, donc on ne veut pas qu'il se casse la gueule. Sur ce type d'engin, on va faire l'inverse. Sur ce type d'engin, on va augmenter le carrossage ici pour ne pas aller glisser, surtout pas. D'accord? Et enfin, on a des engins comme le petit Magic E6 et plein d'autres, qui ont une augmentation du pincement arrière quand la roue s'enfonce. Ce qui fait que quand le véhicule tourne, on va faire un virage à gauche, d'accord? Tu vas enfoncer ta suspension, tu vas béner, et ta roue arrière, ta roue arrière comme ça, elle va prendre de l'ouverture. Donc on se retrouve avec un train directionnel qui provoque donc le même effet que cet effet-là. Pourtant, tu vois, deux réglages différents. Ici, c'est le carrossage qui change, et là, c'est le pincement. Tu vas te retrouver avec un train arrière qui va aider le cul de l'engin à tourner sans glisser et sans se casser la gueule. Donc, on a le même effet. Les deux, au lieu de baigner, vont mieux tourner de l'arrière. Celui-ci en glissant, celui-ci avec une meilleure tenue de route. La différence ensuite, c'est sous l'effet de la motricité. Là, tu vas glisser, tu vas ripper quand tu vas mettre gaz, alors que celui-ci va reprendre directement sa trajectoire. Alors, pourquoi, on va me dire à ce moment-là, parce que j'ai trois arrêts autour, ça va mal se passer ça. Reste là. Ah si, c'est pas mal comme ça aussi. Ouais, c'est pas mal. Donc pourquoi est-ce qu'ils ne se servent pas de ça en piste? Oh, j'ai perdu une vis. Enfin, contrôler les choses, Mani. Pourquoi ils ne font pas un train arrière comme ça sur une voiture de piste avec ton train arrière qui peut... Parce que le débattement de suspension est trop minime, tout simplement. Un véhicule comme ça, là, moi, je suis haut parce que je ne veux pas faire mes premiers runs en rapport le châssis. Mais à la base, les mecs, ils roulent là. Donc, entre là et là de suspension, tu vois, il ne va pas se passer bien grand-chose violemment au niveau du changement d'angle de train arrière. Hein. Et c'est surtout que sortie virage, quand ils remettent gaz, si le train arrière a la possibilité de bouger, ça peut aussi partir en travers. Il y a donc aussi deux mondes extrêmement différents entre un véhicule très bas, plat pour la piste avec un max de grip et ce qu'on préfère ici sur cette chaîne, les gros engins monstrueux tout-terrain à pneus pointesques. Ah, oh, c'est bon, ça regarde-moi ce grand gnaigné à pointer. Et puisque ici roue taille basse avec beaucoup de grip, les réglages extrêmement importants, sinon ça part en couille. Là, je vais te dire, tu mets 3 degrés plus à gauche, à droite, en haut, en bas, machin, bidule, tu vas même pas remarquer parce que le pneu va bouger sur la jante
Et dans tous les cas, le pneu il sera à plat et il va aller là où tu veux, à peu près. Alors que là, on parle donc d'un scalpel face à une enclume sur le terrain. Tu vas où? Entre l'arbre et le poteau là-bas, plus ou moins. Mais il y a 4 mètres. Bah ouais, je vais par là, c'est ce que je dis. Alors que là, tu vois, si tu vas où? À ras du poteau. Je suis passé. Mauvais réglage. Raté. Tu vois? C'est toute la différence. On a donc causé de l'angle d'attaque, de l'angle des triangles par rapport au châssis, donc positif ou négatif, de l'angle de carrossage, du passement, d'ouverture, l'effet d'Ackermann, l'effet du machin. Et on va vite revenir encore une petite couche sur les barres stab. La barre stab relie la roue droite à la roue gauche et inversement. Elle a donc pour effet, quand tu presses dessus, sur une des roues, de monter l'autre avec. Ce qui fait qu'en virage, le véhicule, si cette roue est enfoncée, elle va tirer l'autre vers le haut, donc le véhicule va descendre. On augmente la capacité de passage en courbe. Pareil, plus c'est plat, plus tu as de grippe, plus tu peux mettre des grosses barres. À un moment, tu n'as même plus besoin de suspension. Les engins qui roulent sur des billards, les pancars, il n'y a même plus de suspension dessus, c'est juste le flex du châssis qui fait le boulot. Ça s'arrête là. Alors qu'en tout terrain, c'est l'inverse. Ici, si on met une grosse barre stable comme il y a là-dessus, sur ce véhicule-là, problème, évidemment, dans le tout-terrain, obstacle. Donc ta roue va prendre un caillou, elle va monter, elle va descendre l'autre, et tu vas planter la truffe de ta voiture. Donc il faut trouver un équilibre en TT, entre les barres stables, les pneumatiques. Ici, on a des gros pneumatiques déjà relativement souples sur celui-là, donc on a des barres stables très moyennes, avec une suspension très souple. C'est moelleux à rouler, alors que ça, c'est vraiment super précis. Et ensuite, sur la plupart des engins comme ceci, on ne met même pas de barre stabilisatrice, ça ne sert à rien, puisque les pneus encaissent tellement sur le terrain que la barre stable n'a pas le temps de commencer à travailler dans le virage, en fait. C'est minime. Tu le sens quand tu mets des grosses barres stables. C'est le cas, encore une fois, de celui-ci, le cas KPM, qui a des grosses barres stables, qui empêchent le véhicule de faire ça. Donc il a une super tenue en virage, mais il sera moins à l'aise dans le gros tout-terrain. Il est prévu plus pour les stunts et les petits tricks, donc il est un peu plus rigide. Il se comporte plus comme un véhicule, comme un Monster Truck old school, tu vois, il est un peu plus raide. Il va monter plus vite sur l'avant, sur l'arrière. Il faut trouver son équilibre. C'est là que c'est drôle. Celui-là sont vraiment plus efficaces pour le cross. Ne vous inquiétez pas, on va sortir avec dès qu'on aura le temps, c'est promis. Angle de suspect, je t'en ai causé aussi. Les angles des biellettes, le centre de roulis, hauteur de roulis. Tout ça. Dans les grandes lignes. Attention, je répète. C'est juste que tu vois un petit peu tout ce que tu peux régler. Au départ, si tu as une caisse bien réglée, il y a de plus en plus de caisses qui arrivent maintenant avec des biellettes fixes en plastique. Je suis totalement pour quand c'est bien fait. C'est le cas chez Traxxas depuis longtemps. La chassimétrie, c'est un truc. Traxxas maîtrise la chassimétrie depuis bien longtemps. C'est pour ça que quand tu prends un Slash, tu es beaucoup plus content de rouler qu'avec un Senton. Pourtant, le Senton est beaucoup plus balèze, plus résistant. Il est moins cher à l'achat. Il est plus puissant que le Slash. Mais quand tu vas mettre les deux sur un circuit, sorti de la boîte, le Slash, tu vas être devant. Et tu pourras adapter tous les réglages à toi, alors que l'autre, non. Donc Traxxas maintenant fait aussi des biellettes fixes et des machins fixes, mais eux ils maîtrisent la chassimétrie, donc avec le sledge, ça va exactement où tu veux, il n'y a pas de problème. Coralie aussi maîtrise bien l'histoire, c'est pas mal du tout. Donc pour un débutant, comme dit, c'est très bien parce que si ça fonctionne sorti de la boîte. Après, il y a des véhicules où c'est foireux sorti de la boîte. Rockterra. Et donc aussi le Rockterra Buggy. Et je rigole, c'est pour que vous alliez voir tout simplement passer sur la chaîne RC Mag. Il a présenté le Rogue Buggy. Et j'aime bien l'idée en fait. J'aime bien l'idée parce que, comme dit, on a un kick-up de 2 roues motrices sur un véhicule 4x4, ce qui est très sympa en loisir. Parce que nous, on arrive souvent comme ça. Hein. Donc, c'est assez sympa, vous l'avez vu avec les L4-2, d'avoir les roues qui puissent revenir à l'arrière et tu vas ramener le bon sens sur le truc. Non, ça peut être ça. À rouler couilles, bien sûr, c'est pas un engin pour faire le cochon. Petit prix, petit budget, petite cochonnade. Pas compliqué. L'herbe est un peu humide,
c'est déjà de la cochonnade pour lui. Tu vas évidemment pas faire ce qu'on fait avec des engins plus chers. C'est une petite parenthèse. Donc tu passes sur la chaîne RC Mag, tu t'abonnes, tu likes et tu vas voir les petits tutos qui fait les petites vidéos. Tu n'oublies pas que sur la boutique en ligne, sous la vidéo, ici maintenant là dans l'encart, en dessous, dans les descriptifs des vidéos, tu as le lien vers une boutique en ligne si tu veux des goodies RC Garage 68. Donc tu vois un t-shirt Elsace Body RC, tu peux avoir du t-shirt RC Garage 68, briseur RC, machin, bidule, tous ceux qui sont allés là-bas, ils sont aussi. Donc ne visitez pas que la boutique RC Garage 68, mais dans la boutique RC Garage 68, il y a la boutique RC Mag. Donc tout ce que tu achètes là-bas, tous les bénéfices sont reversés à l'association RC Mag, qui a des frais de fonctionnement énormes pour le stockage des données, les machins, des milliers de photos, de reportages, des déplacements, des trucs de fou, d'accord, que nous fait Eric de chez RC Mag, qui coûte très très cher. Donc, ne l'oubliez pas, aidez-le, vous pouvez envoyer directement l'argent, rien contre, au contraire, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous pouvez acheter une tasse, un mug, un t-shirt RC Mag, l'argent lui revient. Passez voir aussi ce que CV Design propose sur les autres. Hein. Donc c'est le site GVP Racing. Dedans tu as un onglet CV Design. Et là tu as la boutique par les shops. Si tu as une équipe de foot, de rugby, de machin, tu veux des maillots, des inscriptions, des trucs, tu contactes Christelle Viré, CV, Christelle Viré, Design. N'hésite pas, tu ne seras pas déçu. C'est sûr. Hein. Je ne sais même pas, du coup, celui-là il a un logo dans le dos ou pas. Non, moi j'ai mis dans le dos. Ils n'ont pas mis, ils ont mis devant. Ok. Petite parenthèse sur ça. N'hésitez pas à partager donc tout ce que vous savez, ceux qui savent plein de choses avec plein de précision, mettez des commentaires. Tous ceux qui ont des termes en tête, qu'ils ont entendus pour tout et n'importe quoi, comme dit, hein, drop screw, droppy, ce que tu veux, vis de butée de suspension en français, cherche pas de midi à 14, utilise des mots simples plutôt que des mots savants et techniques pour expliquer les choses aux gens. Comme ça, il n'y a pas de mélange. D'accord? Parce qu'il y en a qui vont dire non, ça s'appelle comme ça la fusée, tu dis de la merde, et l'autre, non, ça c'est la chape. Et à la fin, ils vont se mettre sur la gueule au lieu de dire la pièce qui tient la roue. Ok, c'est bon. Tu vois? Donc, des fois, revenez en arrière sur les trucs tech, c'est simple. Maintenant, j'y vais. Je souhaite à tout le monde un bon week-end. J'espère que vous avez du temps qui vous permettra d'aller rouler, que ce soit du temps en temps ou du temps en météo. Bienvenue à tous les nouveaux abos. Ce mois-ci, on a pris 2500 ou 3000 abonnés. C'est la rentrée, il fait moche, les gens arrivent. Tout simplement. Bienvenue à vous tous. Faites gaffe, ici, on déconne, on parle n'importe comment, on écrit encore pire. Parce que, comme je l'ai dit pour les explications, chacun a sa façon de faire. Il n'y en a aucune qui est réellement fausse. Il y a la façon de l'expliquer qui sera peut-être à côté de la plaque. Pour que les autres le comprennent, ça s'arrête là. C'est comme l'orthographe. Si je te dis c'est pas fait. Tu comprends, c'est pas fait. C, P-A-F-E accent grave. C'est pas fait. Moi, j'écris comme ça. C'est beaucoup plus simple que d'écrire ceci n'a pas été fait. La, li, la. A-I-S, A-I-T. Attention, la virgule, le point. Oh, la majuscule. Oh, ah, mais attention, c'est une exception. Rien à foutre. C'est pas fait. C'est P-A-F-E accent grave. Tu peux même l'écrire en un mot. C'est ça ce qui est génial. Bonne journée les gars. Et si j'ai oublié quelque chose, vous me balancez un taquet, hein, c'est sûr.